Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Mme Anne de Guise qui vient nous parler de la ressource vers l'équilibre. On aura en début de deuxième demi notre collaborateur Bernard Saunier qui vient nous présenter des textes bruts. On a également l'espresso et l'espresso allongé. Il sera question des tests de QI. Alors, une émission bien chargée encore une fois cette semaine de Folie douce. On commence bien sûr en chanson puisqu'on aura plusieurs chansons à vous faire entendre. La première, c'est de Mathieu Langevin, le vieux du bas du fleuve. Bienvenue à Folie douce. Avec une terre de 30 arpents, un poêle à bois, une charrue neuve, 36 cochons et 11 enfants. Il s'est levé un bon matin, une cicatrice sur son terrain, les yeux pleins d'eau, il a dit calvaire, on est en train de voler ma terre. Quand t'es bien tranquille chez vous, assis à compter les hivers, puis à te mêler tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, mais j'ai pas le cœur à te le dire. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, avec un cœur de 30 arpents. On l'a tué à coups de tracteur, le sang a coulé par en dedans. Sa femme est là qui dort plus, un coup parti, les petits non plus. Le 12 à 5, c'est passé de mode, on peut pas éviter l'exode. Quand t'es bien tranquille chez vous, assis à compter les hivers, puis à te mêler tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, mais j'ai pas le cœur à te le dire. Oh, oh, un vieux dans le bas du fleuve, avec des rêves de 30 arpents, sans sa charrue pendant la nuit, à grands coups de poing, la bourse au lit. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, qui était caché dans le fond d'un bas, dans le fond du bas du Saint-Laurent, où c'est qu'il y en a qui passent par là. Quand c'est bien tranquille chez vous, assis à compter les hivers, puis à te mêler tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, mais j'ai pas le cœur à te dire. Quand c'est bien tranquille chez vous, assis à compter les hivers, puis à te mêler tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, mais j'ai pas le cœur à te dire. Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. C'est avec plaisir que je reçois mon invité, qui est Mme Anne de Guise. Bonjour, Mme de Guise. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice générale de la ressource vers l'équilibre. On veut apprendre mieux à connaître cet organisme-là, qui n'est pas récent. Le nom est plus récent que l'organisme. Oui, le nom est nettement plus récent que l'organisme parce qu'en fait, on a vécu pendant à peu près 46 ans sous le nom Le Centre de la Croix-Blanche de Montréal, que les gens ont identifié parce que quand même 46 ans. Et je vous dirais qu'on a changé de nom il y a 2 ans. Oui. Et vous allez me demander pourquoi. Oui, pourquoi? On ne change pas une formule gagnante. Mais en fait, je vous dirais que c'est vraiment une démarche collective. On a vraiment senti qu'à un moment donné, on voulait que dans notre nom,
la mission soit inscrite. Parce que, comme on refaisait tout le site Internet, qu'on voulait être sur les réseaux sociaux, on s'est dit, si les gens cherchent de l'aide, le Centre de la Croix-Blanche de Montréal, est-ce que ça dit que c'est en santé mentale? Est-ce que ça dit... Alors que si on s'appelle Vers l'équilibre, déjà, les gens vont être curieux, ils vont se dire, ben, c'est probablement un organisme qui aide les gens à retrouver l'équilibre, ce qui est notre mission fondamentale. C'est positif aussi. Tu sais, dans le nom, il y a quelque chose de positif, vers l'équilibre. Donc, on est optimiste. Hein, tout à fait, puis c'est un mouvement. Oui, exactement. Alors, on aimait beaucoup ça C'est et dynamique. je vous dirais que collectivement, autant les personnes participantes que les gens du conseil d'administration, ça a pris à peu près 2 ans. Et je pense que dans des démarches comme celle-là, il faut attendre le bon moment. Ouais. Alors, moi, j'ai été directrice pendant 8 ans et j'ai tout à fait assumé le Centre de la Croix-Blanche de Montréal. Mais les choses se passent, hein. Bon, des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a quelque chose d'organique. Ouais. Alors, c'est devenu très organique et on l'assume et on est très content. Et en fait, on l'a inauguré il y a quelque temps. Ouais. Et voilà, on est Mais très contents. 46 ans, je pense, est-ce que vous êtes la ressource la plus ancienne de santé mentale? Écoutez, 46 ans? franchement, je ne le sais pas. Parce que c'est la première fois que j'entends un si long parcours. Là. Il y a d'autres organismes, je pense, mais il n'y en a pas une tonne. Hein, Oui. On s'entend. Alors, puis c'est évident qu'on a changé de mission à travers toutes ces années-là. Au début, c'était vraiment dans toute la période de désinstitutionnalisation. C'était même ce qu'on appelait le comité féminin des femmes de la Croix-Blanche qui allait dans les hôpitaux et c'était, là, on part de loin, là, on était en 1965 et qui allait porter des cigarettes, des livres, il y avait des cours de couture, etc. Et je vous dirais que, bon, c'est pour faire une histoire courte, les choses ont changé progressivement et ont suivi même l'évolution de la santé mentale. Puis à un moment donné, ben, il y a des gens qui avaient des expertises au niveau du développement personnel et relationnel. Et quand moi, je suis arrivée à la direction il y a 11 ans, ben, j'ai regardé tout ça, puis j'ai dit vraiment, on pourrait faire être ce qu'on appelle une alternative intéressante au groupe d'entraide. Et avant que les gens aillent dans les groupes de travail, et parce que pour des gens qui disent, ben, j'aimerais ça, mais j'ai pas les habiletés, je me chicane avec tout le monde, j'ai pas confiance en moi, je suis pas capable de m'affirmer. Et alors, on a monté petit à petit tout un corpus en relation, en démarche, en fait, en développement personnel et relationnel. Donc, Donc votre mission, en fait, aujourd'hui, comme vous dites, vous êtes quand même... Vous êtes un peu le lien, vous êtes encore le lien un peu entre l'hôpital, est-ce qu'on pourrait dire ça ou non? Bien, en fait, je vous dirais que nous autres, on n'a pas de démarche, hein, vous savez, on n'est pas dans un cadre médical, mais on est en lien avec les hôpitaux. Au niveau de nos références, là, j'ai regardé ça sur à peu près 250 références qu'on a eues cette année. Ce sont encore les hôpitaux psychiatriques, les cliniques externes, les C3S et les organismes communautaires. Je pourrais vous dire qu'à peu près 65% de nos références viennent de là. Mais le lien, je vous dirais qu'on est le lien de partout, parce que les gens peuvent être non diagnostiqués. Hein. On n'est pas... on croit beaucoup à la prévention. Et ce qui veut dire que si une personne, à un moment donné, a entendu parler de nous, voit notre feuillet en quelque part, ou par un beau-frère, une belle-sœur, qui nous appelle, on va voir si on peut aider la personne, si on peut répondre à son objectif. Fait que dans ce sens-là, ils peuvent venir de partout. Hein? Oui. Ils peuvent venir autant d'un bureau de psychologue que d'une clinique médicale, comme je l'ai dit, ou soit des hôpitaux psychiatriques, mais ils peuvent aussi nous retrouver sur Internet. Vous appelez, nous appeler, puis dire, hey, moi, là, je dors pas depuis 3 mois. Et là, j'ai peur de perdre mon emploi. Je me sens extrêmement fébrile. J'ai peur de tomber. Je me comprends plus, etc. Si on peut donner un coup de pouce à cette personne-là avant qu'elle tombe dans ce que j'appelle le système, où là, à un moment donné, elle se retrouve en dépression majeure, on va le faire. Tu sais, si on écoute, on a un atelier de gestion du stress qui pourrait t'aider énormément. Ben on va le faire. Sinon, on essaie tout le temps de jamais laisser quelqu'un dans une zone grise. On est toujours à l'affût de références. Fait qu'on va référer les gens. Parce que, tu sais, quand tu es en détresse, là, c'est pas demain.
c'est tout de suite. Ouais. Puis ça, on le réalise, toute l'équipe, on le réalise. Fait que c'est pour ça qu'on a des bottins de référence. Quand on apprend qu'il y a d'autres organismes, que ce soit en défense des droits, que ce soit au niveau de la garde des enfants, que ce soit des thérapies accommodiques, etc., au niveau de la justice, tous les organismes ou de l'entraide ou les arts ou des groupes de travail ou bénévolat, on essaie vraiment de donner des pistes. Avez-vous une mission bien définie? Est-ce que la mission a été comme redéfinie avec le nouveau nom, finalement, vers l'équilibre? Est-ce que vous êtes donné une espèce d'objectif principal? En fait, je vous dirais que le nouveau nom a couronné la mission. OK? C'est-à-dire qu'elle l'a chapeauté. C'était déjà ça, dans le fond, Oui. Votre identité, c'était ça. Hein? Notre identité était celle-là. Et en fait, c'est comme à un moment donné, c'était comme la touche finale. Et la touche encore plus finale, c'est de dire, on se montre, on sort. Alors là, maintenant, on a vraiment pignon sur rue où c'est marqué vers l'équilibre, organisme communautaire pour la santé mentale. Et je vous dirais qu'on a eu, comment vous dire, ça fait quand même un bout de temps, là, et ça semble très, très bien admis. Il y a des gens même qui viennent et nous disent « Ah, on est content qu'il y ait un organisme comme ça dans le quartier. » Alors... vous êtes dans les mêmes locaux ou avec un on est, depuis 16 ans, en fait, on a la chance d'être propriétaire de la bâtisse qu'on a. Ouais. Alors, ce qui nous permet de vraiment avoir une qualité de locaux, en fait, c'est très beau, c'est très agréable de travailler vers l'équilibre et de venir, je pense. Une des premières choses que les gens nous disent quand ils arrivent, ils disent « Wow! » C'est tellement calme et beau ici. On a vraiment beaucoup travaillé ça en équipe, là. Les couleurs, l'espace, etc. Où vous êtes situé? On est situé dans Hochelaga-Maisonneuve. Oui. On a un mur mitoyen, en fait, avec le CLSC Hochelaga-Maisonneuve. Alors, donc, je trouve ça même symboliquement intéressant parce qu'on est vraiment, on travaille avec le réseau. Ouais. Alors, oui, on est vraiment très content de ça, puis on se trouve très, très privilégié, hein, Oui. parce que vraiment, on peut disposer de nos locaux. S'il y a un autre besoin, on peut décider qu'on va changer une pièce, on va l'adapter, etc., parce qu'on est chez nous. Oui, exactement. Et on parlait tout à l'heure d'une activité. Est-ce qu'il y a d'autres activités justement intéressantes? Vous dites qu'il y a une foule de renseignements, puis vous êtes là justement pour aider les gens. Puis en fait, on a des ateliers. Hein. C'est des ateliers de groupe. Oui. On a 16 ateliers de groupe qu'on offre. Alors, c'est autant épanouissement, expression. On a un volet informatique aussi, formation continue. On est toujours à l'affût. Dernièrement, on a eu un atelier au niveau de l'expression par le théâtre, qui a débouché sur une pièce de théâtre où ils ont parlé, en fait, de tout leur cheminement, de leur mal-être aux pistes de solutions qu'ils pouvaient trouver. Et on a un suivi individuel qu'on appelle un suivi psychosocial, où les personnes, à ce moment-là, s'ils ont des problèmes liés à la démarche qu'ils suivent, parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie personnelle, à ce moment-là, on a une intervenante qui est là pour eux, à ce moment-là, pour les aider. Alors, nous, quand les gens viennent, c'est pour suivre des ateliers de groupe. Tout le monde les suit ensemble, sans discrimination, comme dans la vie, où on est tous ensemble. Et les gens nous disent tout le temps que c'est très puissant, parce qu'il y a vraiment une stimulation, une émulation, un effet miroir, un effet reconnaissance. Ça brise vraiment l'isolement, là. Et on les aide à développer des outils de résilience, en fait. On les aide à se connaître, à se reconnaître et à se dire, je dis souvent ça, qu'ils sont tellement plus que leur maladie. Parce que des fois, dans la souffrance, tu vas arriver et te dire, oh, vous savez, moi, tu sais, je suis un grand schizophrène, etc. On va dire, oui, tu as des crises, peut-être, de schizophrénie, mais tu as beaucoup d'autres choses. Puis si tu le veux bien, parce que c'est la motivation intérieure, on peut forcer personne, on va t'aider à ce moment-là à le découvrir à ton rythme. C'est pas nous qui décidons. C'est une démarche d'empowerment. Hein? Ouais. La personne, c'est elle qui est au cœur de sa démarche. Oui. C'est pas nous qui décidons rien. Madame de Guise, donc vous êtes à cet organisme-là vers l'équilibre depuis 11 ans, vous disiez. Depuis 11 ans. Votre vision, vous avez probablement aussi gravité dans d'autres organisations, mais votre vision de la santé mentale actuellement, qu'est-ce qu'il y aurait à changer dans tout le système, en fait? En fait, moi, je vous dirais que deux choses. Au niveau de la manière dont on fonctionne, en méga-système, ça serait
vraiment meilleur réseautage. Souvent, d'ailleurs, je suis sur la table de concertation multisectorielle en santé mentale de l'Est, on manque pas de services, mais on n'a pas de courroie entre nous. Alors, ce qui veut dire que les gens qui sont en détresse, qui sont pas bien, qui ont une problématique de santé mentale, ça, tu sais, je veux dire, il pourrait y avoir un organisme, mais les gens les connaissent pas nécessairement. Alors, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait ce que j'appelle un meilleur réseautage entre les gens. Et aussi, tout le phénomène de la stigmatisation. Tu sais, ça, je pense que c'est une grosse réalité, c'est à travailler dessus. C'est pour ça que nous autres, maintenant, on s'affiche, puis on l'a demandé aux personnes participantes, puis de plus en plus, si on travaille sur l'estime de soi, sur la reconnaissance de ce qu'on est, sur la dignité de ce qu'on est, bien, si on se cache, il y a comme, en tout cas, il y a quelque chose à dépasser. Là, oui. Alors, je pense que ça, la reconnaissance d'entreprise, que c'est important qu'ils engagent des personnes différentes. L'adaptabilité, etc. Ça, je pense que c'est une affaire importante. Peut-être les jeunes aussi. Les jeunes, la prévention. La prévention, je trouve que c'est beau, la postvention. On a beaucoup d'organismes en postvention, et ce qui est très bien. Mais on peut-tu travailler en amont? On peut-tu faire des choses avant que les gens basculent, dégringolent? Tu sais, un jeune, à un moment donné, qui décompense que 16-17 ans, on peut-tu éviter qu'il aille dans ce qu'on appelle le phénomène des portes tournantes, où il se retrouve, il bascule? Je pense qu'en fait, ce qui me vient spontanément, c'est... On a des bons défis qui sont positifs et qui sont réalisables, mais il faut que les gens s'y mettent, en fait. Exactement. Madame de Guise, il reste quelques instants. J'aimerais ça que vous mentionniez justement les coordonnées. Il y a plusieurs. Vous êtes assez présent. Vous parliez de réseaux tout à l'heure. Vous êtes sur Facebook et tout. Oui, on est sur Facebook, sur LinkedIn. Vous voulez que je donne le... peut-être l'adresse site web. J'imagine qu'il y a des liens vers ces environnements-là. Oui, tout à fait. Alors, c'est www.versl'équilibre.ca et notre site est complet. Les gens vont avoir même des extraits vidéo. Ils vont voir des participants en œuvre, des ateliers. On a des documents. En fait, c'est très, très vivant et interactif. Oui. Et le numéro de téléphone pour vous joindre aussi. Il y a encore le bon vieux téléphone. 514, absolument. 514-251-1200. Oui, bien merci beaucoup. C'était fort intéressant. Ça me fait très plaisir. D'apprendre aussi. Ça nous fait plaisir de vous recevoir pour en savoir plus sur cet organisme-là. Puis on sent vraiment un vent de fraîcheur, puis un renouveau, dans le fond, sur cette longue historique qui est là. Il y a une bonne base, mais il y a un renouveau qu'on ressent très bien. Là. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne continuité. Merci. Trop peu, trop tard, j'en ai bien peur. Facile à dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre les lumières. Petite bombe dans mon cœur, il fait tic-tac, tu vois. T'auras qu'à compter 1, 2, 3. Et c'est promis, tu m'oublieras. J'ai une guerrière assise en indien dans ma tête. Toute la journée elle reste là et essaie de me réparer. Étrange comme sa peau reste blanche, un peu comme les nuits où j'ai pas sommeil, où j'attends longtemps le soleil. Qu'on se fiche la paix un peu mieux. Pourtant ça m'embête pas de voir que tu t'en vas. Tu sais moi j'aurais fait pareil, seulement j'en peux plus t'abîmer au soleil. Tu joues avec mon feu et ça m'ennuie un peu. À force de m'allumer, tu sais comment qui est devenu contagieux. J'ai plus de guerrière assise en indien dans ma tête. Sans doute que j'aurais fait comme elle, ouvert la porte pour voir un peu le soleil.
Facile à dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre mes lumières. Petite bombe dans mon cœur, elle fait tic-tac, tu vois. Faudra qu'à compter 1, 2, 3. Et c'est le premier que tu m'oublieras. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Bien, nous voici maintenant rendus à notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui, tu nous amènes un sujet, les tests de QI, communément appelés quotient intellectuel. Oui, les fameux tests de quotient intellectuel. Moi, je ne m'en rappelle pas de l'avoir passé. Je dois certainement l'avoir passé, mais j'ai... Tu dois certainement l'avoir passé. Moi, je me souviens pas de mon score. En tout cas, non, moi, je suis certain qu'on en a tous passé ouais. quand on était à l'école. Puis je me rappelle que même les professeurs ne nous donnaient pas les résultats. Ça s'en allait ailleurs, tu sais. Je ne sais pas à quel endroit ça allait. Là. C'était quasiment anonyme, finalement, les tests. Moi, puis j'ai aucune idée si les professeurs savaient là, aussi le pointage de leurs étudiants. Je pense pas. Oui, mais de toute façon, beaucoup de gens s'interrogent sur ces fameux tests-là parce que, d'abord, on ne sait pas d'où ça origine vraiment. Et puis, qu'est-ce que ça mesure exactement? Est-ce que ça mesure l'ensemble de l'intelligence humaine? Mais on sait qu'on n'aura pas toutes les qualités comme le courage, la ténacité, l'honnêteté, etc. Je vais vous faire un historique, mais je peux vous dire dès le départ que, ça concernait les enfants et c'était le rapport, ce que c'est toujours d'ailleurs, c'est le rapport entre l'âge mental que donne le résultat du test sur l'âge réel multiplié par 100. Ainsi, un enfant de 10 ans montrant les mêmes résultats que la moyenne des enfants de 12 ans a 12 ans d'âge mental, donc un QI de 120, c'est-à-dire on fait 12 divisé par 10 multiplié par 100. Ça va bien, on a des chiffrons. Le test dépend d'une plus ou moins grande familiarité préalable avec les notions utilisées par le test. Parce qu'on peut apprendre à être meilleur dans des tests d'intelligence, c'est-à-dire qu'on ne devient pas plus intelligent, mais on peut apprendre, c'est-à-dire on peut s'habituer avec les questions d'un test d'intelligence comme on peut s'habituer à devenir meilleur en faisant des mots croisés ou des mots cachés. On peut apprendre un peu. C'est aussi, je pense, un questionnaire aussi de choix de réponse. Hein. C'est pas des réponses précises. Oui. Ce qui n'est pas la même chose. Oui, donc on peut s'habituer. C'est pourquoi il est bon, lorsqu'on échoue à un test, de le retenter quelques mois après. Comme pour le saut à la corde où l'entraînement permet de mieux approcher ses limites réelles sans bien entendu permettre de les dépasser. En fait, ce que je vous lis, ce sont quelques passages d'articles que j'ai récupérés à différents endroits sur l'Internet. Dans la pratique, si le QI constitue un repère valable de quelque chose, c'est-à-dire qu'en 2 heures d'entretien avec une personne, il est rare qu'on confonde un QI, par exemple, de 140 avec quelqu'un qui a 110. Mais il nous manque, quand on mesure le QI, les caractéristiques qui définissent un instrument de mesure dans le monde scientifique très précis. Mais cela ne supprime pas pour autant l'intérêt de ce type de test, mais ça nous rappelle qu'ils n'ont pas, dans leur état actuel, le caractère précis, comme je disais, de la mesure, par exemple, de la température ou de la longueur d'un objet. Mm-hmm. Je vais maintenant vous faire un bref historique. D'où est-ce que ça vient, ça, les fameux tests d'intelligence? Rapidement, donc. À la fin du 19e siècle, c'était les débuts de la psychologie scientifique. De nombreux chercheurs s'intéressent à la mesure de l'intelligence. Le plus avancé sur le sujet était l'anglais Sir Francis Galton, qui était cousin du fameux Charles Darwin, qui ne parviendra cependant pas à mettre en place un test utilisable. Galton, qui était inventeur du terme eugénisme, publie son livre « L'intelligence héréditaire », la raison de ses travaux étant de montrer qu'une partie au moins de celle-ci s'hérite et d'en tirer des conclusions pour l'amélioration de l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'il s'hérite de nos parents. En 1890, le terme « mental test » est employé pour la première fois par un Américain qui s'appelait McKean-Cattell pour désigner une série d'épreuves destinées à mesurer les différences entre les étudiants, donc encore avec des jeunes personnes. En 1904, l'anglais Charles Spearman reprend les travaux de Galton et par
par l'analyse factorielle, découvre un facteur général qu'il nomme l'intelligence générale. En 1905, là, je vais rapidement, les Français Alfred Binet et Théodore Simon, travaillant à la demande de l'État sur un moyen de détecter d'avance les élèves faibles scolairement, mettent au point le premier test qu'on dit utilisable. En 1912, l'Allemand Wilhelm Stern invente le terme quotient intellectuel. Le problème est que ce QI n'est applicable, encore une fois, seulement qu'aux enfants et à la limite aux adultes qui sont handicapés mentaux. En 1926, la psychologue Catherine Morris Cox utilise les informations de biographie sur l'enfance de personnages célèbres pour estimer ce qu'on dit a posteriori, c'est-à-dire après leur mort, le QI, par exemple, de Voltaire, qui devait avoir quelque chose comme 170, ou John Stuart Mill, qui était un philosophe britannique qu'on estimait à 190. Oui, ou Einstein, qui devait aussi être très élevé, là, même si c'est pas marqué. C'est quelqu'un qui avait un quotient assez... J'imagine, oui. En 1939, l'Américain William Thurstone développe la thèse de Spearman en soulevant 7 facteurs principaux qui font partie d'une multitude de facteurs. On avait, par exemple, dans les questionnaires de QI, le facteur spatial, la représentation des configurations, le facteur de perception verbale, lexical, de mémoire, numérique, donc toute une série. Et on dit que des études faites sur des enfants en orphelinat dont on connaissait le niveau des parents de leur vivant suggèrent bien une corrélation liée essentiellement à l'hérédité. Tous les parents le sentent d'ailleurs intuitivement, ceux-ci qui essaient de mettre leur enfant dans le meilleur établissement possible, regardant soigneusement avec qui ils se lient, c'est-à-dire les enseignants et les étudiants, etc. On continuera plus tard. Oui, c'est un beau sujet. On va certainement continuer avec Ghislain. Merci Ghislain de ta participation. Merci Pierre. Donc, les tests de QI. Donc, merci. On poursuit ça dans l'Espresso allongé dans le dernier quart d'heure. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Bernard Saunier vient à notre micro avec ses textes bruts. À l'Expresso allongé, on poursuit sur le sujet des tests de QI. Vous entendrez aussi en chanson « Je danse avec toi » de Mes aïeux et « Les filles d'Amélie ». Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est un plaisir de recevoir Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors aujourd'hui à l'émission, tu nous amènes des textes, mais tu veux nous préciser quelque chose? C'est à propos de... D'habitude, je présentais ça comme texte brut. Oui. Et je me suis fait expliquer par Mme Palardy ce que c'est que l'art brut. Madame des Impatients, l'organisme des Impatients. La directrice des Impatients. Oui. Puis l'art brut, selon elle, c'est plus brut dans le sens de champagne brut. Moi, je suis pas un sommelier, puis je suis pas un grand buveur de champagne.
mais ça fait, tu sais, ça brut dans le champagne, c'est raffiné. Ah, OK, d'accord. C'est comme ça que j'ai compris ça. Puis mes textes, moi, sont plutôt crus, je dirais, comme dirait M. Barras, le regretté M. Barras. Donc, peut-être c'est cru et plus approprié à ce moment-là. Cru et plus approprié. C'est juste ça que j'avais à dire. Oui, c'est intéressant. Puis, il faut rappeler aux gens que tu écris de façon régulière depuis des années. Oui, depuis, toujours. Presque depuis que tu étais à la couche, presque. Depuis que tu sais écrire. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu sais écrire. Des fois sous forme d'exutoire, des fois pour garder. Oui, il y a toujours ce que je vous lis, mes cahiers, il y a le blog Goulag aussi, http://legoulag.blogspot.com/. Ça, c'est ton blog régulier. Là. Mon blog régulier. J'ai les humeurs culturelles sur le site de l'Institut de santé mentale de Montréal. Ouais. Quoi d'autre? Ben, j'ai quelques textes aussi qui sont sur le site de H, qui est un site de littérature. As-tu des nouvelles de l'éditeur de H? Parce qu'au départ, tu étais publié que là. Hein? Oui, dernièrement, j'ai eu quelques nouvelles, puis ben c'est comme, tu sais, lui... Le site est fréquenté. Le site est fréquenté. Mais pour les nouvelles publications, ça a l'air que Jacques, l'éditeur, il reçoit pas de... Il suit des fois, mais il réussit pas à trouver quelque chose qui lui convient. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Il est déjà bien garni, le site, mais... Le site est bien garni. Ouais. C'est intéressant. Donc, pour tes textes, en fait, c'est bien sûr d'écriture urbaine, mélange de fiction et de oui, c'est ça, de fiction et réalité, ce que je pense, que je vis. Que tu nous lis, et tu nous as aussi amené une musique, je crois, une musique spéciale qui va accompagner. Qui vient des Maritimes. Je me souviens qui vient comme à côté, en fait. J'entends ça, puis c'est ça, je vais vous lire à partir de maintenant, si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr, on va t'écouter avec le fond musical. OK. Le 28 du 1er mois 2013. Ce matin, j'ai essayé de participer à un concours littéraire. Mes textes sont trop longs. Ça fera 25$ pour acheter un livre. Parfois, le lundi matin, j'ai envie de construire quelque chose. Souder, clouer, scier. Percer, ça fait longtemps que j'ai fait ça, mais je veux pas le faire comme un abruti. Passer des heures à scier les mêmes pièces. Acheter des livres, c'est quel genre de fuite? Je me sauve de quoi par la lecture? Suis-je un nouveau genre d'abruti qui préfère lire que vivre? Nouveau. Pas vraiment. Aussi vieux que les livres. Des Q-tips dans les oreilles. Les sens pas sur le tapis. Vous voyez pas la destination, moi non plus. Je suis tellement étourdi. Plutôt que d'allumer le four, j'ai allumé le rond. Le 29 du 1er mois 2013. Et téléphoné pour mon allocation. J'irai la chercher demain 11h. Ce matin, je me suis rasé et douché. J'aime pas le journaliste sportif qui n'apprécie pas que les joueurs parlent au jeu. Ils vont m'interviewer pour le bal des Lumières. Ma grosse face va apparaître encore à l'écran. Je pense à l'humilité devant ma très grande personne. Je suis rien. Cet après-midi, j'ai un comité de la vision à l'action. En attendant, je lis un roman de taré. Le 30 du 1er mois 2013. Ils ont clôturé le carré Saint-Louis. Ça ressemble à un enclos d'où est sorti le jeune quêteux qui disait qu'il venait de se lever d'une façon hargneuse, et quand je lui ai dit « Non », s'est mis à crier « Va chier mon gros calice ». Je m'enrobe de mots, me roule dedans. Les entends, les vois, les lis. Des mots, pourquoi? Vous ne lirez pas ça. La rue Saint-Denis à Montréal, c'est un peu l'univers du poète Gaston Miron. Le quartier en bas de la rue Sherbrooke. Les boutiques BCBG, plus haut. Le 31 du 1er mois 2013. Il y a un redout. Il pleut. Je pense à l'Europe. Un voyage à Besançon. C'est le matin, la radio joue.
Météo, actualité, affreux vent dehors. Je crois que certains veulent me faire décompenser dans le métro. Un gars insoupçonnable criait dans un journal dans Cornet. Vient de me faire dire que je suis intègre. C'est un beau compliment. Pourtant, on va dire que je fraude, mais je suis pas riche. Mes ennemis invisibles semblent tenir à ce que je passe à l'acte suicidaire. Parfois, je me perds dans des considérations inutiles, comme si tout le monde avait accès à mon compte bancaire, comme si j'étais aussi connu que Benoît XVI ou Mick Jagger. Écrire une page d'ineptie, c'est donner à n'importe qui. Mais puisqu'il faut écrire en s'enfonçant dans l'abîme et excaver les roches de son âme, la tête contre les murs, j'aimerais bien voir ce film. Je le trouve pas en DVD américain. Et appeler à la pharmacie pour la livraison de mes médicaments demain. Le 1er du deuxième mois 2013. J'ai écrit mon blog et fait les courses. Et essayé de traduire ce qu'est attendre, ce que ça fait. Je continue une lecture de Limonov. Je cherche ce que POL veut dire. On vient de livrer les courses. Le livreur était de bonne humeur, il est sympathique. Hier, j'ai vu Cœur de pirate toute nue. C'est pas une bonne idée de poser nu dans de mauvaises poses. Viens de bouffer un sac de fromage en grains et un sac de chips, assez pour me bloquer les artères. Je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi mon secondaire 5. On est plusieurs comme ça. Il le savait qu'on finirait prolétaire. Cheap labor. Hier, on m'a payé 50$ pour avoir participé à une réunion de recherche. L'argent de programmation n'a pas apprécié que je sois rémunéré. Il a tenté de me perdre dans les couloirs et les escaliers. Ouais, écrire et savoir n'être qu'un 2 de pique, un écrivaillon. C'est vendredi soir et à longtemps on veillait à la brasserie entre jeunes gens. Les plus sérieux d'entre nous, on les voyait pas. Ils étaient à leurs études ou au travail. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à mettre à jour la diffusion de Folie douce sur Radio Centre-Ville. Le 2 du deuxième mois 2013. Je viens de lâcher l'ordinateur ce matin. Plutôt que sortir, je fais la lessive et toujours ce jeu. Tu aimerais pas que je l'écrive. Tu aimerais pas que ça s'adresse à toi, personnellement. Mais oui, c'est ça. J'ai mal au cœur et en même temps j'ai faim. Vous qui êtes là, que j'espère lecteurs, lectrices qui comprendront qu'ils ont affaire à un raté, qui pique ses idées dans d'autres livres. Un pauvre tâcheron qui cherche le salon de Madame la Marquise. Ghislain vient de partir. On a regardé le hockey et discuté. Le 3 du deuxième mois 2013. Dans le corridor de l'édifice, au premier étage, dans l'escalier, il y a un doux parfum qui me ramène à mon enfance. Au deuxième, c'est la sale odeur de marijuana qui me prend au nez. Je lis. Je pense à la guerre, à la Bosnie, à l'Italie où je suis allé cet hiver. J'aimerais y retourner. Cosmic Cowboy à la télé. Une chanson folk avec juste ce qu'il faut de son nostalgique. Les copains sont passés. On a regardé le Super Bowl. J'ai enlevé mon râtelier et la bouche sèche. Vous qui me lisez, croyez-vous que... Le quatrième jour du deuxième mois 2013. Vous allez où vous perdre? Suivez-moi. La route sera longue. Il y aura beaucoup de questions. Vos enfers rencontreront les miens et vous demanderez de l'affection et de la protection contre les flammes de l'indifférence. On se regardera dans les yeux. Vous loucherez sans me déranger et on croira à un cancer bizarre de ceux qui guérissent. Le 5 du deuxième mois 2013. Rencontre avec des travailleuses sociales cet après-midi. Je cherche un roman d'Hervé Bazin. La tête contre les murs. J'essaie de remplir ma page quotidienne. Dehors, c'est froid mais ensoleillé.
Je vais peut-être me rendre dans une bouquinerie, une librairie pour trouver le roman. L'informatique prend beaucoup de place dans ma vie. J'ai la prétention de méditer avec un blog. Maintenant, je possède une tablette numérique. Je m'amuse. Je devais rencontrer les TS à 2h30. Elles ont du retard. Ce sera à 3h. Elles voulaient visiter mon logement. J'ai refusé. Sur le coupon de la grande bibliothèque, un titre de roman et le mot « chance » en 2 syllabes séparées. Je pense à ces dames bien qui n'aimaient pas ce que l'hôpital psychiatrique est devenu. Le fou travaille malgré tout. Ça ressemble à ça. Ben, c'est bien l'univers de Bernard. Ça reste, oui, c'est ça, c'est mon univers, c'est ce que je chante, mais en même temps, c'est une chose, tu lirais mon blog, c'est pas pareil, puis il y a les chroniques culturelles qui sont autre chose. C'est autre chose aussi, c'est ça. Mais ça reste que c'est de la description, mais c'est intéressant de mélanger les genres dans la description, de passer, faire un peu de coq à l'âne. Je te dirais que faire ça m'aide pour les autres. Ouais. Ça te laisse aller dans toutes les directions, puis les autres, tu peux peut-être être plus concis, focusé ou peu importe. Mais ici, c'est beau de ne pas l'être, en fait. Dans ces textes-là, je trouve que c'est bien d'aller un petit peu de différents côtés. Je trouve que c'est intéressant. Bon. Oui, veux-tu rappeler où on peut te lire? On peut me lire sur le site Goulag ou http://www.legoulag en un mot .blogspot.com/. On peut me lire sur les humeurs culturelles que vous allez trouver sur le site de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. On cherche HL dans un engin de recherche. Vous allez trouver, comme je dis dans mon texte, vous allez voir ma grosse face. Oui, c'est ça, qui n'est pas loin de sa première page. Il y a sur H qu'on trouve aussi aux éditions H. On tape les éditions H dans la barre de recherche. Puis vous allez trouver mes textes aussi. Et merci beaucoup, Bernard, d'avoir été des nôtres. Plaisir. Merci. À une prochaine à l'émission Folie douce. Merci. Merci. La lumière te fait la peau bleue et ça te va bien. Encore un verre ou deux, ça ira mieux, peut-être bien. La musique a des ailes et tu fais corps avec elle. Pour chasser les corbeaux qui tournent autour de mon ciel, je danse avec toi, en pensée sans bouger. Je danse avec toi. Tu ramènes tes cheveux et tu dégages ton visage. Tu relèves les yeux, me vois-tu dans l'image? On dirait bien que oui, on dirait même que t'as souri. Je souris moi aussi, ensorcelé par ta magie. Je danse avec toi, en pensée sans bouger. Je danse avec toi. Si je tente ma chance, franchis la distance. Si je te rejoins, si sur le plancher de danse je tordais le bras du destin, malgré mon port mal assuré. Mademoiselle, voulez-vous danser la bastringue à mes côtés? Mon cœur s'emballe, mon verre se cale, je reconnais la cadence. Un air de rock d'une autre époque, je me lève, je me lance. Ce n'est pas moi si près de toi, je n'ose pas y croire. Parmi la foule, me choisiras-tu encore ce soir? Je danse avec toi sur un ancien refrain. Je danse
connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. C'est maintenant le temps de notre espresso allongé. Rebonjour Pierre Laporte. Re-salut Yvan. Re-salut Ghislain Malo. Oui, nous sommes de retour. On poursuit sur le même sujet amorcé un peu plus tôt à l'émission. Oui. Le QI, les tests de QI, le quotient intellectuel. Donc, les tests de quotient intellectuel. Tu nous as fait un petit historique quand même intéressant pour savoir la provenance de ça. Est-ce que dans ton texte, il y a des gens qui sont contre ces tests-là? Ou qui parmi les textes, des bémols, bémols. Parmi les textes que j'ai trouvés, oui, sûrement, il y en a qui amènent des bémols, tu vas le voir. Il n'y a personne qui se scandalise dans ce que j'ai vu, là. Mais il est déjà arrivé par le passé qu'il y a des gens qui ont établi des liens entre les QI, par exemple, et certains groupes ethniques aux États-Unis et ça avait causé beaucoup de... Oui, ce qu'on appelle, tout à l'heure, tu l'as glissé, l'eugéniste qui a stérilisé des gens qu'on disait déficients, qui est une pratique horrible parce que c'est contre le gré de la personne. Oui. Alors, je poursuis. Il y avait un homme qui s'appelait Alfred Binet, qui était pédagogue et psychologue français. Et celui-ci s'était posé la question, qu'est-ce que l'intelligence? Il n'y a pas actuellement consensus autour de la définition même de l'intelligence, même du côté des extrêmes. On discute par exemple de l'intelligence des animaux. Si quelques individus semblent supérieurement intelligents, voire même géniaux, on est sûr que la société ne repère pas tous les individus de ce type qui ne sont donc pas si évidents à distinguer. Si on veut décrire mathématiquement des degrés d'intelligence, il semble donc qu'on doive se contenter au mieux d'un préordre et non d'une relation d'ordre total. Alors, on ne peut jamais être précis. Mais même sans définition satisfaisante, le consensus est que les tests de QI ne donnent qu'une image, même une image floue, que d'une partie de ce qu'on entend communément par intelligence. Une partie qui serait plutôt une adaptation à certains codes de raisonnement logique prédéfinis. Les capacités intellectuelles plus difficiles à appréhender que la résolution rapide d'un problème logique donné, parfois déterminantes dans la vie réelle, ne sont pas prises en compte dans le test. Autrement dit, peut-être la sorte d'intelligence qui nous permet de prendre des décisions sur le moment, dans la vie courante, ce qu'on peut appeler l'intelligence pratico-pratique, c'est pas tenu en compte dans ces tests-là. Alors, qu'est-ce que le quotient intellectuel mesure-t-il dans l'intelligence? Comment un test peut-il prétendre le mesurer? Un résultat chiffré de l'intelligence d'une personne ne permet pas d'en appréhender de manière détaillée les différents aspects. C'est simplement une sorte de composante commune. Des individus particulièrement doués, voire géniaux, peuvent être peu compétents dans les domaines restreints inclus dans les tests. Que l'on pense par exemple à certains grands penseurs ou certains grands savants ou à cet archétype du distrait représenté par le fameux savant Cosinus. Le quotient intellectuel constitue en fait surtout un classement d'adaptation à des types de raisonnement logique. Là, je sais que c'est un peu abstrait tout ça, mais en fait, c'est l'adaptation des types de raisonnement d'un individu par rapport à une population donnée et ne renseigne que sur son écart par rapport à la norme. Il faut aussi dire que pendant le test, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le test t'explique pas tes réponses. Tu coches, il n'y a pas de réponse philosophique, tu ne fais pas d'explication, tu n'as pas de raisonnement. Ce sont presque toujours des tests... À questions multiples, à réponses multiples, choix multiples, c'est ça. Donc, tu ne peux pas élaborer sur tes décisions. Alors, les résultats obtenus lors de la passation de tests culturels sont influencés par ce type de facteurs. Des études ont montré que les résultats au quotient intellectuel des immigrants s'élevaient 5 ans après leur arrivée dans leur pays d'adoption. Donc, il y a un facteur ici culturel. Est-ce que les tests d'intelligence sont vraiment neutres culturellement ou est-ce qu'il y a une certaine influence culturelle? C'est sûr, si tu comprends mieux la langue, tu vas mieux répondre après 5 ans. Aussi, tu peux avoir une meilleure conscience de oui, parce que certains tests sont qualifiés d'être aculturels. Les résultats obtenus lors de la passation de tests, justement, qu'on appelle aculturels, restent aussi influencés par quelques facteurs culturels. Certains psychologues utilisent, par exemple, les matrices, ce qu'on appelle les matrices progressives de Raven. Ce sont des tests réputés étant aculturels. Celles-ci ne consistent simplement en une succession d'items de style de l'image, seulement que de l'image. Tu sais, c'est les tests qu'on passait à l'école avec
des cercles, des lignes. Il fallait identifier lequel qui appartient pas avec les autres. Donc, ces tests prétendent être exactement acculturels, donc seulement que des signes, des symboles. Cela permettrait, ce type de test, de tester de la même manière tout le monde. Mais paradoxalement, l'accroissement de la scolarité et le niveau scolaire est un facteur qui joue dans l'augmentation des scores dans ces fameux tests acculturels. Philippe Dumas, qui était enseignant et chercheur français, lui défend l'idée que l'exposition intensive des tout jeunes aux objets de technologie, comme les ordinateurs, etc., les objets de communication, serait un facteur clé qui permettrait aux jeunes de s'améliorer pendant les tests d'intelligence. Mais il y a eu on va avoir des gens peut-être avec un plus haut QI dans les prochaines années. Possiblement, oui. Pensant à ça. Ils sont plus stimulés aussi par toutes sortes de types d'informations. Oui. Il y a eu un test qui a été mené en 2005 qui portait sur 25 000 enfants. C'était en Grande-Bretagne. Et ce test, les résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir une inversion pure et simple de l'effet d'amélioration. En fait, il y aurait une régression d'environ 3 ans d'âge mental des élèves britanniques entre 1975 et 2005. Mais il faudrait que je revienne sur le sujet. Il y a trop de choses à dire. On y reviendra, c'est intéressant. C'est un bon début, une bonne amorce. Merci beaucoup, Pierre Laporte. Merci, Ghislain Malo. Merci. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Ghislain Malo en ma compagnie ainsi que Pierre Laporte. On va faire la nomenclature des chansons. Alors, on a écouté en début d'émission Le Vieux du bas du fleuve. Oui, de Mathieu Langevin. On a écouté un petit peu plus tard Assise dans ma tête. De Michel O. Oui, dans la deuxième demi-heure, on a pu entendre Je danse avec toi. De Mes aïeux. Et à l'instant, Les filles. De Amélie. Merci beaucoup pour votre choix musical. Oui, merci. Ghislain et Pierre, toujours de la recherche. C'est toujours intéressant d'entendre des chansons souvent d'ici d'ailleurs. Donc merci. Célébrer créateurs d'ici ou en général. Merci de ta participation aussi aux deux blocs Espresso. Merci Pierre de nous avoir amené ce sujet aussi, des tests de QI. C'est un beau sujet que tu vas poursuivre éventuellement. Oui, possiblement. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci pour ta mise en onde. Je remercie notre invité en début d'émission, Anne de Guise, qui nous a parlé de la ressource vers l'équilibre. On a eu aussi notre collaborateur Bernard Saunier qui nous a amené ses textes bruts. Tout ça dans le menu de cette semaine de Folie douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine donc et à la semaine prochaine. Au revoir.
bop 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 da da bop 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 bop.